On a d'abord eu Michael Olise, ensuite on a eu les deux Portugais du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, on a désormais Julian Alvarez et il y a même une communication officielle là-dessus. À quoi joue le Real Madrid? Salut tout le monde, c'est TMF et non, ce ne sont pas que des inventions et des bruits de couloir mercato parce que pour le coup, bon nombre de ces pistes, du moins celles qui n'ont pas été officialisées, ont été confirmées par des médias extrêmement différents, de pays différents, avec des affinités différentes et des sources différentes. Donc il y a bel et bien des mouvements qui partent dans tous les sens du côté du Real Madrid. Il y a bel et bien un mercato qui s'est enflammé en période d'élection et surtout en cette période post-électorale. Et justement, quand on cherche un petit peu le sens de ce qu'est en train de faire le Real Madrid, c'est peut-être plus pour des questions électorales que ça va se justifier que pour des questions réellement sportives. C'est quand même assez dommage de commencer cette grande période estivale pré-Coupe du Monde, mais qui voit déjà bon nombre de clubs bouger de manière active sur le mercato de cette façon. Et dans cette vidéo, on va essayer de faire un petit peu le point sur tout ça. On va faire le point sur Alvarez, pourquoi il y a eu cette offre, pourquoi ce montant, pourquoi communiquer sur le fait que cette offre ait été faite et refusée. Évidemment, on parlera élection, on parlera promesse, on évoquera la possibilité Alvarez, même si à mon avis c'est un dossier qui se conclura jamais au Real Madrid. Où est-ce que tu pourrais bien faire jouer Julian Alvarez du côté du Real Madrid et pourquoi ça n'aurait absolument aucun sens malgré la qualité du joueur. On parlera également de la possibilité Vitinha et João Neves puisque ça a été évoqué du côté du Real Madrid comme étant une grande ambition. Et de mon côté, vous allez le voir, je considère que c'est un dossier qui est absolument insoluble pour le Real Madrid. Bref, qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Est-ce que Papi Pérez a pété un boulon? Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Ma théorie concernant l'offre du Real Madrid à Atlético Madrid pour Julian Alvarez, c'est la théorie de l'offre qu'il savait refuser d'avance. Déjà, il faut avoir conscience que communiquer autour d'une offre qui a été refusée par le club, c'est quelque chose qui ne se voit quasiment jamais dans le football. Du côté du Real Madrid, on a plutôt l'habitude d'avancer masqué, on a plutôt l'habitude de conclure des accords avec les joueurs et derrière de les laisser aller au charbon pour aller au forcing avec leur club, voire carrément de les signer librement une fois qu'ils sont en fin de contrat. On a eu l'exemple Konaté récemment, mais même au cours des 2 petites dernières années, on ne manque pas d'autres exemples. Certains évoqueront qui est Mbappé, d'autres Trent Alexander-Arnold. Je pense que vous avez l'idée. En fait, il faut avoir en tête que Florentino Pérez a promis durant sa campagne électorale au poste de président du Real Madrid qu'il allait, s'il était élu, faire une offre de 150 millions d'euros à un club de Ligue des Champions pour recruter une star. Et finalement, il est un petit peu bloqué par cette promesse parce qu'il faut évidemment que ça découle sur quelque chose de bel et bien réel. Et Julian Alvarez, tu sais que tu peux pas le recruter. Il y a déjà le FC Barcelone qui est venu toquer à la porte de l'Atleti. Alors certes, on peut se dire que l'offre du Barça n'était pas suffisante pour l'Atlético, que c'est pour ça qu'ils se sont fait débouter de leur envie, mais vu comment a communiqué l'Atlético, on peut se dire que le joueur est tout simplement pas à vendre et que c'est pas 10, 20, 30, 40 millions d'euros de plus sur le chèque pour le transfert qui changera quelque chose. On peut d'autant plus se le dire que l'Atleti a exactement la même stratégie de communication avec un community manager en roue libre quand il s'agit de réagir à l'offre du Real Madrid. Et ça, évidemment, Florentino Pérez, il le sait. Donc là, en faisant la grande annonce comme quoi il y a une offre de 150 millions d'euros qui a été faite pour Julian Alvarez et que l'Atleti a refusé, et bien finalement, il se dit, moi, j'ai les mains propres, j'ai fait une promesse de campagne électorale, voici sur quoi ça a découlé, et en plus, tout le monde se dit, 150 millions d'euros pour Julian Alvarez, c'est quand même une offre pas dégueulasse. On peut même dire que c'est une offre qui est au-dessus de la valeur théorique de Julian Alvarez, même si moi j'ai toujours la même position dans le football, c'est que la valeur théorique des joueurs ça veut absolument rien dire, d'autant plus quand t'as un club qui est pas vendeur, il faut essayer d'avancer sur une offre irrefusable. Donc pour moi, c'est ça l'explication du dossier Julian Alvarez du côté du Real Madrid. Partons dans l'hypothèse folle que le Real Madrid parvienne à recruter Julian Alvarez pour 150 millions d'euros, que l'Atleti se réveille, mette une baffe à son community manager et se dise « Mon Dieu, on peut pas laisser passer un tel chèque. Pourquoi tu vas aller recruter l'international argentin du côté du Real ?» Alors j'adore Julian Alvarez, c'est un joueur absolument exceptionnel et je considère qu'il a une valeur marchande énorme puisque finalement il coche absolument toutes les cases. Il est dans un club qui est pas vendeur, il est à un poste où il y a très peu de joueurs de qualité disponibles, il a de l'expérience
l'expérience, il a l'avenir devant lui. Bref, tu peux recruter Julian Alvarez dans quasiment tous les clubs du monde et être hyper content. Mais au bout d'un moment, dans le football, il y a des questions de priorité. Un bon recrutement n'est pas forcément un bon recrutement de manière absolue, puisque tu as un contexte club. Et où tu ferais jouer Julian Alvarez du côté du Real Madrid? Alors sur le papier, il y a des possibilités. On pourrait dire que Kylian Mbappé a déjà évolué dans des systèmes à 2 attaquants, où il accompagnait quelqu'un. Oui, c'est vrai, mais on peut pas exactement dire que combiné avec un Olivier Giroud qui est un attaquant pivot, ce soit la même chose qu'avec Alvarez. On peut pas me dire que Alvarez, il a exactement le même profil que Falcao. Oui, ça a fonctionné avec Karim Benzema en équipe de France, par exemple, durant la courte période où on a vu les deux associés, mais Karim Benzema, j'ai l'intime conviction que tu peux le mettre avec n'importe quel attaquant, que c'est un tel facilitateur que ça va bien se passer. Alors oui, évidemment, Julian Alvarez, demain, si par miracle il débarque du côté du Real Madrid, tu vas lui trouver une place dans le 11, mais tu vas te créer des problèmes supplémentaires. Voici la liste des attaquants du Real Madrid: Vinicius, Rodrigo, Mastantuono, Brahim Diaz, Bellingham, Arda Güler, évidemment Mbappé. On a le journal AS qui nous annonce que Vinicius Junior ne partira pas du Real Madrid au cours de cet été. Donc finalement, tu as 40 000 attaquants et tu dois essayer de faire caser ça en 3 petits postes. Allez, on va dire 4 si tu pars dans un système où tu as 2 joueurs extrêmement excentrés et 2 pointes qui vont aller combiner ensemble. Bref, ce serait tout simplement une erreur de casting. Alors avec le recrutement de Konaté, le Real Madrid a déjà bougé sur un de ses postes prioritaires, mais je pense qu'on s'accordera tous à dire que si le Real doit foutre 150 millions d'euros de transfert sur le mercato pour la suite, bah c'est pas forcément un attaquant dont tu as besoin, c'est pas forcément un numéro 9 comme Julian Alvarez, malgré toute l'affection que j'ai pour lui. Il te faut des milieux de terrain de référence. Donc finalement, le Real Madrid communique sur le fait qu'ils se sont pris un râteau, mais pour une fois, le fait de se prendre un râteau, c'est peut-être la meilleure nouvelle que pouvait communiquer le Real Madrid sur un dossier mercato. Le Real Madrid est conscient de ses besoins au milieu de terrain et c'est pour ça que dans la presse, à travers des sources extrêmement différentes, donc on peut estimer ça relativement fiable, on a le fait que le Real aurait envie de recruter João Neves et Vitinha. Premier point, j'ai envie de dire, tu m'étonnes mec, qui n'aurait pas envie d'avoir João Neves et même Vitinha dans son équipe? Le Real Madrid a besoin de se renforcer dans ce secteur de jeu, ça fait parfaitement sens, mais est-ce que j'y crois? Pas une seconde, parce que ce sont des joueurs qui sont inestimables, mais je dis pas ça dans le sens où ils valent très très cher, je dis ça au sens premier du terme. Ils sont littéralement inestimables, c'est impossible de mettre un prix dessus. Il faut bien comprendre la situation du Paris Saint-Germain. Le PSG est un club riche, même s'ils rationalisent désormais leurs dépenses, ils font plus n'importe quoi avec leur argent, ça reste un club qui a des moyens absolument énormes, ça reste un club qui n'a pas besoin de trading. En fait, ce qui peut pousser un Paris Saint-Germain à vendre un de ses joueurs, c'est un Paris Saint-Germain qui se dit: si je vends ce joueur pour cette somme, je peux recruter mieux. Si par exemple on propose au Paris Saint-Germain 800 milliards d'euros pour un joueur, bah oui, peut-être que tu as moyen de recruter mieux, mais on sait qu'il n'y aura jamais 800 milliards d'euros pour un joueur. Tu peux donc imaginer le Real Madrid qui fait une offre complètement déraisonnable mais qui reste réaliste pour Vitinha ou João Neves, on va dire allez 150, 200 millions d'euros, ce serait complètement fou, complètement déconnecté de la réalité du marché, mais la question à se poser c'est pourquoi le PSG accepterait ? Je l'ai dit, la seule motivation que peut avoir le Paris Saint-Germain pour accepter de vendre un joueur, c'est soit ils y sont obligés, on va y revenir, soit ils peuvent trouver mieux avec le montant de transfert. Est-ce que le PSG peut trouver mieux que João Neves et Vitinha, même avec 200 millions d'euros ? Je suis pas sûr. Petit 1, ce sont des joueurs extrêmement talentueux. Petit 2, ils ont l'expérience au sein du club parisien et en plus, ils ont l'avenir devant eux. Petit 3, tu sais déjà qu'ils s'entendent extrêmement bien avec le reste de l'effectif et l'incorporation dans une équipe qui joue de manière aussi particulière que le Paris Saint-Germain, ça peut prendre du temps. Donc en fait, il n'y a aucun monde où le Paris Saint-Germain va accepter ces transferts. Tu pourrais avoir l'hypothèse du joueur qui fait un forcing pour partir du PSG. C'est une possibilité qui pourrait débloquer la situation pour le Real Madrid et on sait que le Real Madrid sait bien faire ça. Sauf que le Real Madrid de 2026-2027 n'est plus le Real Madrid d'il y a quelques années et même chose pour le Paris Saint-Germain. Le PSG sort de 2 Ligues des Champions remportées. Si t'es João Neves, quel intérêt tu as à quitter le PSG, à aller au forcing avec le Paris Saint-Germain pour signer du côté du Real Madrid? Le PSG est très généreux en salaire. Si ton ambition c'est de gagner de l'argent, même avec le PSG qui a rationaliser ses grilles salariales, tu sais que t'es João Neves, tu pourras toujours trouver un arrangement, le PSG s'alignera sur le Real Madrid, d'autant plus que le Real,
quand ils vont payer un gros montant de transfert, ils sont pas non plus du genre à surpayer les joueurs en salaire. Ils restent dans des choses cohérentes. Les très très gros salaires qu'ils ont versés, c'est quand les joueurs arrivaient libres. Donc il n'y a pas d'argument financier. Est-ce que ce serait l'argument sportif? Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde. Ils ont remporté 2 fois d'affilée la Ligue des Champions et on pourrait éventuellement me parler de la limite Ligue 1, mais depuis que le PSG est un club qui gagne la Ligue des Champions, j'ai envie de dire que la Ligue 1, c'est même plus un argument. La Ligue des Champions, c'est plus en plus de matchs. Les clubs sont de plus en plus indépendants de leur championnat national, sont de plus en plus pour les clubs d'élite des clubs européens qui vivent pour la Coupe d'Europe. Donc pour moi, il n'y a absolument aucun intérêt pour ces joueurs de partir. J'ajoute, cerise sur le gâteau, que quand t'es portugais, t'es plutôt bien du côté du Paris Saint-Germain, t'as beaucoup de compatriotes au sein de l'effectif, t'as un directeur sportif de ta nationalité, t'as beaucoup de joueurs qui parlent ta langue. T'es dans une ville qui est quand même relativement agréable, je pense que c'est pas comme quand t'es au fin fond de Manchester, quand t'es à Paris, ça vend un petit peu du rêve, donc finalement, cette piste, elle est également à oublier du côté du Real Madrid. Et en fait, là, j'en viens à mon interrogation sur qu'est-ce que fait actuellement le Real Madrid. Parce qu'en termes de mouvement mercato, on a Konaté qui est arrivé, qui fait sens, et là-dessus, j'ai tendance à dire que j'approuve très largement le mouvement. On peut avoir des interrogations sur la forme du français après la saison qu'il vient de faire, mais pour moi, c'est plus quelque chose qui est conjoncturel, qui est temporaire, qu'une vraie limite sur le niveau de Konaté. Mais sur le reste, j'ai l'impression que c'est davantage Papi Pérez qui essaye d'avoir les fesses propres par rapport à ses promesses électorales qu'une vraie stratégie mercato qui est mise en place. Alors, on pourra me dire, il y a encore le temps, on n'est qu'au début de l'été, on n'est même pas au début de l'été, il y a la Coupe du Monde en plus, oui, certes, mais José Mourinho, il va arriver avec des demandes, il les a d'ores et déjà formulées, j'en doute absolument pas. On va avoir la Coupe du Monde qui va prendre beaucoup de temps, qui va occuper l'esprit des joueurs, et du côté du Real Madrid, oui, t'as un prestige qui fait que tes offres sont reçus de manière assez spéciale par rapport à un club lambda de Première Ligue par exemple qui pourrait être aussi riche que toi, mais il faut quand même pas abuser et j'aime pas comment bosse le Real en ce moment. C'est un club qui a souvent fait d'énormes coups sur le marché des transferts. Ils vont peut-être nous refaire une dinguerie à recruter le meilleur joueur de la Coupe du Monde, mais j'espère pour eux qu'ils jetteront leur dévolu davantage sur le meilleur milieu de terrain que le meilleur attaquant, parce que si c'est pour proposer 150 millions d'euros à Julián Alvarez, enfin à l'Atleti pour Julián Alvarez, merci, mais franchement, la politique sportive, c'est le brouillard. Sur ce, je vous dis à demain, salut.